J'ai quelques petits mots à vous dire avant de commencer. Évidemment, d'abord que je vous souhaite la bienvenue et que je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Puis je voudrais commencer aussi par quelques mots d'excuse, vous demander de m'excuser sur trois aspects. Le premier, c'est que cette leçon répète une leçon qui a été donnée il y a 4 ans. Et ce n'est pas l'habitude du Collège belgique de reproduire des leçons. Et j'ai 2 excuses par rapport à cette répétition. La première, c'est que le contenu des leçons se trouve repris maintenant dans un livre qui vient de paraître. Il est sorti de presse ce week-end et il est disponible à la sortie. Et pour ceux qui le souhaiteraient, évidemment, je dédicacerai volontiers le livre à la sortie. Écrire ce livre m'a aussi permis de me rendre compte que la vision que j'avais du sujet il y a 4 ans était un petit peu naïve ou en tout cas incomplète. Et donc j'ai probablement beaucoup plus de choses à dire sur le sujet aujourd'hui que je n'en avais il y a 4 ans. Le deuxième sujet pour lequel je vais vous demander de m'excuser, c'est que je vais me permettre de parler de ce qui ne me concerne, de ce qui ne me regarde pas. Je ne suis ni mathématicien ni musicien. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les mathématiques. Et donc vous trouverez peut-être, Monsieur Michel ou d'autres, occasion à redire sur ce que je dis sur la musique ou sur la manière dont je l'exprime mathématiquement. Et puis la troisième précaution, c'est que face à un auditoire aussi divers que le vôtre, il est très difficile de trouver le ton juste. Et donc il y a forcément des moments où je dirai pour certains des choses qui paraîtront un peu compliquées, et inversement des moments où pour d'autres j'enfoncerai des portes ouvertes et je dirai des banalités. C'est un petit peu inévitable dans ce genre de conférence qui a un but de vulgarisation. Alors le cours conférence d'aujourd'hui, donc vous savez qu'il y en a 2, il y en a un aujourd'hui de 17h à peu près 19h, on essaiera d'avoir tout fini, questions comprises certainement pour 19h. Il y a une deuxième séance qui aura lieu mardi prochain. La séance d'aujourd'hui vise à répondre à 5 questions. La première question portera sur la nature du son. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Quel type d'objet physique est-ce? Et comment peut-on caractériser un son? Ça nous sera utile pour aborder la deuxième question, qui est celle de l'origine de la structure de la gamme musicale que vous connaissez tous, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pourquoi y a-t-il un ton entre Do et Ré, un demi-ton entre Mi et Fa? C'est une des questions fondamentales à laquelle je voudrais répondre. Vous verrez que la réponse à cette question-là est une réponse, je donne volontairement une réponse qui est arithmétique, et sur ces critères arithmétiques, je pourrais montrer quelques propriétés de base de l'harmonie, et c'est l'objet de la troisième question. La quatrième question portera sur les modes, les tonalités et la transposition, et vous verrez que les transpositions posent un certain nombre de problèmes qui seront résolus de manière assez radicale au XVIIIe siècle par l'introduction d'une gamme modifiée qu'on appelle le tempérament égal, et c'est sur cet aspect-là que je conclurai. Donc 5 parties de tailles différentes suivant l'ampleur du sujet, mais 5 parties importantes que je clôturerai chaque fois par des pré-conclusions. Alors, le livre, comme le sujet d'aujourd'hui, vise-t-il à présenter une approche mathématique de la musique? Oui, certainement. Mon point de départ est d'expliquer un certain nombre de règles de la musique et de principes de la musique par des critères mathématiques et de montrer que la musique, ou en tout cas la théorie musicale, a effectivement une base mathématique. Mais est-ce pour autant que je veux défendre le point de vue que la musique se réduit aux mathématiques? Clairement, non. Pour moi, la musique, c'est avant tout du plaisir, de l'émotion, de la créativité, des sentiments, et ce n'est pas du tout une structure froide et rationnelle, c'est avant tout de l'art, mais il n'empêche qu'il me paraît légitime d'analyser les structures sous-jacentes à la création musicale. Si je fais un parallèle avec la peinture, imaginez que ce cours conférence va parler de la toile, des pinceaux et des pigments, et pas de la peinture de Rembrandt, Picasso ou Rothko. J'ai été très marqué il y a déjà de nombreuses années par la lecture d'un livre du sociologue Marcel Gauchet qui s'appelle « Le désenchantement du monde », qui est en fait une histoire politique de la religion. Et Gauchet emprunte son titre, « Le désenchantement du monde », à un travail bien antérieur
du début du siècle passé de Max Weber, qui est avec Durkheim un des fondateurs de la sociologie moderne. Pour Weber, comme pour Gauchet, l'expression désenchantement du monde évoque l'idée que le recul de la religiosité, du magique, du mythe est engendré par les victoires du rationalisme et de la science, et que quelque part, la science, par la rationalité qu'elle apporte en toute matière, a pour effet de désenchanter le monde. Je suis tout à fait leur argumentation en matière de sociologie, mais je pense que le but de la science n'est pas de désenchanter le monde. Elle peut servir à révéler un certain nombre de règles, à épurer le questionnement, mais elle ne donne pas de réponse définitive et certainement pas sur le plan des émotions. Et je conclurai cette introduction par une citation de Tchaïkovski qui écrit à son mécène Nadejda von Meck: ne croyez pas ceux qui chercheront à vous persuader que la création musicale est une occupation froide et rationnelle, mais moi aujourd'hui je vous parlerai froidement de rationalité, mais n'oubliez jamais la dimension émotionnelle qui se trouve derrière. Voilà une introduction. On est prêt maintenant à passer à la première question qui porte sur la nature du phénomène sonore en tant que phénomène physique. D'un point de vue physique, un son est une fluctuation petite et rapide de la pression atmosphérique autour de sa valeur moyenne. La pression atmosphérique, ce n'est rien d'autre que l'effet de la gravité sur la colonne d'air qui se trouve au-dessus de nous, et vous avez certainement, ou certains d'entre vous, un baromètre à la maison qui vous montre la pression atmosphérique, et vous savez que cette pression peut varier en fonction du climat, en fonction du lieu, en fonction de l'altitude, mais que fondamentalement, à l'échelle par exemple de la durée de cette conférence, elle va rester constante, elle ne va pas varier. Cette pression, elle est relativement élevée. Elle se mesure en pascal, elle est de 101 325 pascal dans les conditions normales. Et le son, en fait, n'est qu'une toute petite variation de cette pression atmosphérique, et elle est, pour qu'elle soit caractérisée comme son, elle est très petite, elle est très rapide, et je reviendrai sur ces deux qualificatifs. Quand on enregistre un son, eh bien, on enregistre en fait le signal de pression, la variation dans le temps de la pression. Et ce que vous voyez ici, c'est un petit morceau de musique qui est enregistré. C'est en stéréo, donc vous avez en vert le son correspondant à l'oreille gauche, à droite, en dessous en rouge à l'oreille droite. Et franchement, à cette échelle-là, on ne voit pas très bien ce qui se passe. On voit qu'il y a des pointes vers le haut, des pointes vers le bas. Donc pour un peu mieux voir, je vais zoomer. Donc premier zoom, vous commencez tout doucement à voir que la pression alterne des phases. Donc la valeur qui est représentée ici, c'est la valeur de la pression atmosphérique qui est réputée constante. Et donc on a des hauts, des bas, des surpressions, des dépressions. Si je zoome encore, vous avez une vision qui est peut-être moins claire à l'écran, mais où là on voit très clairement que le signal sonore, c'est simplement une variation de la pression autour de la pression atmosphérique. Et c'est ça qui caractérise un son, et c'est ça qu'on va chercher à analyser. Alors quand je dis que la fluctuation de pression est petite, elle est vraiment extraordinairement petite. Ce graphique vous montre en fait un morceau de musique joué extrêmement fort. C'est-à-dire que vous avez en réalité sur ce diagramme qui vous montre la pression totale absolue, où je triche d'ailleurs déjà en coupant l'axe parce que sinon on ne verrait absolument rien, eh bien ce gros trait en fait qui représente la pression atmosphérique, il cache la fluctuation de pression parce qu'elle est tellement petite qu'elle se trouve au fond dans l'épaisseur du trait. On ne la voit même pas. Et pourtant, c'est un son extrêmement bruyant, 100 décibels. Si je parlais à un niveau de 100 décibels, vous auriez tous les mains sur les oreilles. Et en fait, il faut monter à des niveaux absolument invraisemblables, par exemple 160 décibels, ce qui détruirait complètement votre tympan et votre oreille interne, pour qu'on commence à voir réellement les fluctuations. Donc quand je dis petit, c'est extrêmement petit, puisque notre oreille est sensible à des pressions qui sont de l'ordre des fluctuations de pression qui sont de l'ordre du 10 milliardième d'atmosphère, et jusqu'à 1%, 1 pour 1000 d'une atmosphère. Donc notre oreille est un instrument incroyablement sensible. Deuxième chose, pour être caractérisé, pour être perçu par l'organisme comme un son, oui, c'est peut-être une bonne idée parce que moi je suis déjà en âge, mais
Si ça fait trop de bruit, je la fermerai. Deuxième chose, la fluctuation doit être rapide pour que nous l'apercevions comme un son. Si on regarde le clavier d'un piano, la note la plus grave qu'on peut jouer est un La, qu'on appelle le La zéro. Eh bien, la variation de pression engendrée par ce son, on a un certain motif qui se répète 55 fois par seconde. Le La supérieur 110, et si on va à l'autre extrémité du clavier, le La le plus aigu qu'on peut jouer à une fréquence de 7000 Hz, c'est-à-dire que le motif se répète 7000 fois par seconde. Le clavier d'un piano ne représente pas la totalité du spectre qu'on est capable d'entendre. L'oreille humaine est sensible à des variations de pression qui vont de 20 cycles par seconde, ce qu'on appelle 20 Hz, à 16 000 cycles par seconde, 16 kHz. Au-dessus, vous êtes dans le domaine des ultrasons, que l'oreille humaine n'entend pas, voire des hypersons. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle des infrasons, mais notre oreille n'y est pas sensible. Donc vous voyez que pour qu'on ait une sensation auditive, il faut absolument que cette fluctuation soit rapide. Un son a deux caractéristiques essentielles. Ce qu'on appelle son niveau, son volume. On ne va pas trop s'y intéresser aujourd'hui. La deuxième, c'est ce qu'on appelle sa hauteur tonale. Il est plus ou moins aigu, plus ou moins grave. Alors, dans le cadre de la hauteur tonale d'un son est quelque chose sur lequel des livres entiers ont été écrits. Moi, je vais la ramener à quelque chose de très simple. En première approximation, la hauteur tonale d'un son, c'est la fréquence à laquelle une certaine forme de variation de la pression se répète, ce que je vais appeler un motif. Voilà par exemple une note unique, un Fa joué sur, je pense, un piano, mais je n'avais plus l'enregistrement original. De nouveau, je vais progressivement zoomer et vous allez voir clairement apparaître un motif qui se répète, qui n'est pas un motif simple, mais vous avez un premier motif ici, un deuxième motif là, et en fait, il se répète pendant un très très grand nombre de fois. Et la caractéristique essentielle d'un son est ce qu'on appelle sa période, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire, c'est la durée d'un motif, c'est le temps qui est nécessaire avant que la pression ne repasse de nouveau par un même cycle. La période se mesure en secondes, la fréquence, qui est l'inverse de la période, se mesure en hertz ou en cycles par seconde. Et je vais tout au long de l'exposé vous parler de fréquence parce que la question essentielle de la construction de la gamme, c'est d'affecter à un certain nombre de degrés de notes de la gamme la fréquence qui convient et on verra comment ces fréquences ont été calculées, choisies, fixées. Maintenant que vous savez qu'un son est une variation de la pression qui se répète de manière régulière, je peux introduire le son le plus élémentaire qui soit, ce qu'on appelle un son pur. Et un son pur est défini par une variation de la pression qui est une sinusoïde. Alors pas besoin de donner une définition très précise de la sinusoïde, sachez simplement que c'est ce qu'on peut trouver de plus simple. La pression part de zéro, arrive à un maximum, redescend, repasse par zéro, passe par un minimum, c'est-à-dire qui est l'équivalent du maximum mais en négatif. Là, on est en surpression par rapport à la pression atmosphérique et là en dépression par rapport à la pression atmosphérique. Puis on revient à zéro et puis on recommence de manière infinie cette oscillation très simple entre 0 plus A moins A, 0. Alors ça, c'est un son, vous en entendrez un tout à l'heure, qui est totalement inintéressant d'un point de vue musical. C'est un son très désagréable qui ressemble un peu, pour les plus anciens d'entre nous, à la sonnerie des vieux téléphones. C'est un son vraiment qui est plutôt désagréable, mais il est intéressant parce que vous allez voir qu'il est l'élément constructif essentiel. En première approximation, madame, si vous voulez vous asseoir, il y a des chaises ici devant ou là de l'autre côté. En première approximation, un son peut être construit simplement par superposition de différentes sinusoïdes de périodes différentes. Je vais vous le montrer très simplement, graphiquement. Vous vous souvenez de ce motif que je vous avais montré, qui était un Fa joué, on va dire, au piano. Eh bien, ce que je vais montrer, c'est que ce signal qui a l'air plus compliqué, qui alterne plus de phases de montée et de descente, n'est rien d'autre que la somme d'un certain nombre de sinusoïdes. Qu'est-ce que j'entends par somme de deux sinusoïdes? C'est très simple. Je me place en un instant donné, je repère
la valeur de la surpression liée au premier son sinusoïdal, au premier son pur, la hauteur de la surpression associée au deuxième signal, et je dis que la somme est simplement la somme des deux. Les deux surpressions s'ajoutent l'une à l'autre. C'est un peu, tout simplement, ici, à vue d'œil, 2 plus 1 égale 3. Quand je dis somme, je veux dire somme en tenant compte du signe. Un petit peu plus loin, j'ai à peu près la même valeur de pression pour le premier signal, mais j'ai une valeur inverse pour le deuxième signal, et c'est bien sûr la valeur signée que je dois prendre en compte. Et ici, vous voyez que j'ai bien le premier son moins l'amplitude du deuxième. Et c'est donc comme ça, point par point, que je construis cette forme. Et vous voyez que l'addition de deux sinusoïdes de périodes différentes me crée bien un signal qui est plus complexe. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les cas. En fait, pour avoir un beau signal comme celui-ci, qui lui-même se répète avec une certaine période, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Ici, vous voyez que la période du premier son pur, donc ça, la durée du motif, et celle du second sont dans un rapport très simple. La période du deuxième est la moitié de la période du premier. Et on voit, et on peut d'ailleurs montrer de façon plus rigoureuse, que la somme d'un signal dont la période est t et d'un signal dont la période est t' est un signal de forme plus compliquée, qui n'est plus un son pur, mais qui a exactement la période du premier. Donc ajouter des composantes de période qui sont une fraction de la période de ce qu'on appelle le fondamental, eh bien, ne change pas la période et donc ne change pas la hauteur tonale. Donc on part d'un son pur, on y ajoute un son d'une fréquence double, parce que si la période est moitié, la fréquence est double, parce que l'un est l'inverse de l'autre. Donc si vous avez 1 et 1,5, la fréquence ici est 1 et la fréquence là est 2. Mais vous pouvez aussi rajouter un son de période t sur 3, donc de fréquence 3f, de fréquence 4f, et vous voyez que, au fur et à mesure que vous rajoutez des composantes, vous complexifiez le signal. Alors ici, j'ai pris quelque chose de simple, c'est-à-dire que je me suis arrangé pour que les 4 signaux passent par 0 au même moment. On dit que les signaux sont en phase. En fait, les signaux peuvent très bien ne pas être en phase, mais on a la même propriété. La période du signal combiné est toujours la période du fondamental. Vous voyez que ça change la forme, mais ça ne change rien à la période. Donc, si vous regardez maintenant un son réel, un La joué à la guitare, bien au milieu de la corde, avec le gras du doigt, vous avez quelque chose qui a l'air d'être quasiment sinusoïdal, qui ne l'est pas. En réalité, ce n'est pas du tout un son pur, mais disons que les autres composantes sont faibles. Le piano a une forme plus compliquée. Les deux instruments jouent la même note, ce qui se voit par le fait que la longueur du motif, la durée du motif élémentaire est la même dans les deux cas. Les deux signaux, les deux sons ont la même période, donc ils ont la même fréquence fondamentale et la même hauteur tonale. Par contre, si vous regardez le motif est différent. On va dire que les deux sons ont une différence en termes de richesse harmonique et qu'elles ont un autre timbre. Et on verra la notion de timbre plus en détail la semaine prochaine, mais en première approximation, un des éléments importants du timbre, c'est-à-dire qui fait la différence entre une clarinette, un piano et un violon, c'est simplement l'amplitude des différentes composantes harmoniques, c'est-à-dire de ces signaux, de ces sons purs à la fréquence fondamentale, le double, le triple, le quadruple, le quintuple du fondamental. Pour expliquer cette notion, alors je suis désolé, le son n'est pas très agréable, mais je pense que c'est instructif. Je voudrais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par Antonio Fischetti, c'est une très ancienne vidéo, mais vous le connaissez peut-être comme le chroniqueur scientifique de Charlie Hebdo. Alors, j'espère que ça va fonctionner, Donc, si le niveau est désagréable, dites-le moi. Ce synthétiseur va nous permettre de comprendre la décomposition spectrale. Nous allons additionner un fondamental et ses différents harmoniques et observer sur la ligne du haut la forme de l'onde résultante.
différents. Voilà. Donc, pour résumer la question 1, un son musical est un son pur, une simple sinusoïde, à une fréquence déterminée qui caractérise la hauteur tonale du son, auquel vient s'ajouter d'autres sons purs dont la fréquence est double, triple, quadruple, quintuple du signal de départ. On est prêt maintenant à aborder la deuxième question. La deuxième question, elle porte sur la structure de la gamme. Alors, je vous montre ici une gamme, elle est un peu particulière, c'est une gamme de Fa naturelle. Commencer sur Fa est un peu particulier, mais vous verrez tout à l'heure qu'en fait, la construction de Pythagore fait naturellement commencer la gamme sur un Fa. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc vous avez Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et ce que je cherche à expliquer, c'est pourquoi dans notre musique occidentale, mais en fait on retrouve des équivalents dans toutes les musiques, Fa et Sol sont séparés par ce qu'on appelle un ton, Sol, La, La, Si également chaque fois par un ton, alors que Si, Do n'est pas, la distance entre Si et Do n'est pas d'un ton, mais de ce qu'on appelle un demi-ton diatonique. Entre Do, Ré, je retrouve un ton, entre Ré, Mi, un ton, et Mi, Fa, j'ai de nouveau un demi-ton diatonique. C'est un peu comme si j'avais un escalier dont les marches n'ont pas toutes la même taille. J'ai 3 grandes marches, une petite, 2 grandes marches, une petite, et puis ça continue quand je poursuis la montée dans les notes. Même chose à la descente. Vous me direz, oui c'est vrai, mais un ton c'est 2 demi-tons. C'est vrai, on peut effectivement faire ce qu'on appelle des montées chromatiques, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse, etc. Ou des descentes chromatiques qui impliquent des bémols, mais vous avez quand même la même chose parce que, j'y reviendrai évidemment, ce n'est pas le cas dans la gamme tempérée, mais la distance entre Fa et Fa dièse est ce qu'on appelle un demi-ton chromatique, parce qu'il ne change pas le nom de la note, il ne fait que la colorer, d'où le nom de chromatique, alors qu'entre Fa dièse et Sol, vous avez ce qu'on appelle un demi-ton diatonique qui fait sauter le pas et nous amener sur un autre ton. Donc un ton, c'est un demi-ton diatonique, un demi-ton chromatique. Les demi-tons diatoniques et chromatiques diffèrent d'un comma. Voilà en gros les choses que je voudrais expliquer. Vous allez voir que ça se fait de manière arithmétique. Je repars de mon son musical simple, général, qui est constitué d'un son pur à une fréquence F, d'un son à la fréquence 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, c'est ce qu'on appelle les composantes harmoniques du son. Alors, souvent dans la littérature, on va appeler F la fréquence fondamentale et on va appeler la composante 2F le premier harmonique, 3F le deuxième harmonique. J'ai toujours trouvé ça très trompeur et de plus en plus souvent dans la littérature, on simplifie les choses et on dit que l'harmonique de fréquence 6F est le sixième harmonique, et c'est le langage que je vais utiliser. Et donc, le fondamental pour moi est également le premier harmonique. On peut être d'accord ou pas d'accord avec cette terminologie, mais elle me paraît en tout cas plus simple, et c'est celle que j'ai choisi d'utiliser. Puisqu'un son musical à une hauteur donnée contient toutes ces composantes, eh bien, au fond, ces composantes, les rapports de ces composantes entre elles définissent une sorte d'échelle des fréquences musicales. Et la distance entre l'harmonique 2 et le fondamental, le rapport des fréquences est 2 sur 1. C'est ce qu'on appelle en musique une octave. Et effectivement, si vous mesurez sur un piano la fréquence du La0, vous voyez que pour passer du La0 au La1, vous passez de 55 Hz à 110 Hz, vous multipliez par 2. Vous pourriez vous dire, tiens, le prochain là, il va être à 165 Hz. Non, il est à 220 Hz. On double la fréquence. Pour passer encore au suivant, qui sert d'ailleurs de référence au niveau des fréquences musicales, le La 440, on a encore doublé. Là, il y a un élément extrêmement important qu'il faut retenir, c'est que la sensation de distance entre deux hauteurs tonales
est lié au rapport des fréquences et pas à leur différence. Donc tout est une question, si je pars d'un son, je veux l'amener plus haut, et puis partant de celui-là, je veux remettre le même intervalle, je dois multiplier par une constante, je ne dois pas ajouter une constante. On a vu un premier espacement qui est le rapport 2, j'ai dit que ça s'appelait une octave. Deux notes séparées par une octave sont appelées équisonnantes. Elles donnent effectivement l'impression d'être presque identiques, elles se mélangent extrêmement bien, tellement bien qu'elles sont presque indiscernables l'une de l'autre. Et ça se comprend très bien parce que deux notes séparées d'une octave ont des fréquences F et 2F. La note de fréquence 2F a comme harmonique 2, 4, 6, 8, 10, etc. fois la fréquence. Et donc tous les harmoniques de la note à l'octave supérieure sont également des harmoniques de la note à l'octave inférieure. Donc pratiquement la note à l'octave vient se cacher derrière la note originale et il y a une totale équissonance. L'harmonie est parfaite mais elle n'est pas très intéressante, on ne peut rien construire musicalement sur deux notes séparées par l'octave. Et c'est justement ce caractère équivalent qui justifie qu'elles portent le même nom. On aurait pu donner un nom différent à toutes les notes du piano. Alors bon, petite parenthèse, c'est très connu mais c'est toujours agréable à entendre. Le nom des notes, ce qu'on appelle la solmisation, provient d'un poème, d'une prière écrite par Paul Diacre et mise en musique par Guy d'Arezzo. Et vous voyez effectivement que le début de chaque vers reprend le nom des notes, sauf que le Do a été introduit très tardivement, vers le XVIe siècle, parce que simplement ut était la seule note dont le nom commençait par une voyelle, et pour avoir toutes les notes qui commençaient par une consonne, on a remplacé le out par un do. Mais sinon, vous retrouvez ré, mi, fa, sol, la. Le si, qui est un ajout tardif à la théorie, a simplement repris les initiales de Saint Jean-Baptiste qui se retrouvent ici. Alors, on peut rapidement écouter ce petit bout de morceau qui est très joli. Il faut bien mettre un petit peu de musique, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des chiffres. Donc, entre le fondamental et l'harmonique 2, on trouve un intervalle qui est bien connu musicalement et qui est important, qui est l'octave. Mais je peux m'intéresser au rapport entre les autres. Entre l'harmonique 3 et l'harmonique 2, il y a un rapport 3,5, 1,5. C'est ce qu'on appelle en musique la quinte. On peut comprendre que l'harmonie est très bonne aussi, moins totale que pour l'octave, parce que les multiples de 3, 3, 6, 9, 12, sont pour certains aussi des multiples de 2, 6 et 12, et d'autres, 3 et 9, ne le sont pas. Donc on a deux sons qui partagent certains harmoniques et qui ont des harmoniques qui leur sont propres. Donc on a deux sons qui se marient bien, mais qui ne sont plus aussi identiques que tout à l'heure. Je peux aussi chercher le rapport entre l'harmonique 4 et l'harmonique 3. C'est ce qui définira une carte. L'harmonique 5 et l'harmonique 4, c'est une tierce majeure. 6 et 5, c'est une tierce mineure. 9 et 8, c'est une seconde majeure. Ne cherchez pas de rapport entre le nom des intervalles et ses valeurs de chiffres. Le nom des intervalles est venu bien plus tard, apparaîtra bien plus tard dans la présentation de la structure. Alors curieusement, alors que le nombre 7 a une symbolique très très riche, et même appelé par Pythagore le véhicule de la vie parce qu'il engendre de nombreuses constructions importantes, les rapports 8 septième et 7 sixième n'ont aucune pertinence musicale. Et puis, vous avez un autre rapport qui jouera un rôle important, qui est le rapport 5 tiers. Alors vous dites, pourquoi est-ce que là je saute deux chiffres ? Je pourrais déjà l'avoir fait avant, mais vous voyez que 4 demi, ça ne fait jamais que 2, ça répète l'octave. 3 sur 1, c'est une quinte plus une octave, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Celle-ci est intéressante, c'est une sixte, et vous voyez d'ailleurs que 5 tiers, c'est le produit de 5 quarts par 4 tiers. Quand on additionne deux intervalles, en fait, on multiplie les fréquences correspondantes,
Et donc on a un intervalle intéressant. Donc regarder les harmoniques d'un son permet de définir des distances importantes et entre des sons qui ont certains niveaux de familiarité. Et c'est grâce à ça qu'on va construire la gamme. Alors, pour visualiser la construction de la gamme, il faut que je vous parle de l'axe des fréquences. Ici, j'ai simplement un axe, donc une petite flèche vers la droite, mais sur lequel je reporte les fréquences ou en fait les fréquences réduites. Ce que j'appelle fréquence réduite, au fond, c'est l'ordre de l'harmonique. Peu importe quelle est la fréquence de la note de départ, peu importe que je parte d'un do grave, d'un si aigu, peu importe de quelle note je pars, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une note de départ qui est arbitraire, que j'appelle la tonique, et puis de reporter sur l'échelle des fréquences un certain nombre de notes qui ont un rapport déterminé avec la fréquence de la note de départ. Donc, par exemple, la première octaviation de ma tonique est à la fréquence réduite 2, la deuxième octaviation à la fréquence 4, la troisième octaviation à la fréquence 8, puisque chaque fois que je saute une octave, je double. Alors cette représentation-là, elle ne me plaît pas trop, parce que je vous ai dit qu'il y a la même distance qu'une octave, pardon, hop, là j'ai appuyé sur un bouton, j'ai voulu aller très 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 vite. Voilà. Qu'une octave ou que je la prenne à la même amplitude, or là, il n'y a clairement pas la même distance entre les deux. Donc je vais utiliser une représentation logarithmique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui connaissent c'est évident, pour ceux qui ne connaissent pas, dites-vous simplement qu'une échelle logarithmique, c'est une échelle où la distance entre deux nombres est une mesure de leur rapport. Et donc sur une échelle logarithmique, la première octaviation vient se placer ici, la deuxième ici, la troisième là, et donc là on a bien la même distance entre des octaves successives de ma note de départ que j'appelle la tonique. L'utilisation d'une échelle logarithmique est tout à fait évidente à partir du moment où la distance entre deux fréquences se mesure par leur rapport et pas par leur différence. On va pouvoir construire la gamme. Je pars d'une tonique à laquelle j'attribue la fréquence réduite 1. Ça peut être, vous pouvez multiplier ça par 542 si c'est le chiffre qui vous plaît, peu importe, c'est simplement une référence, le 1. Et je place de l'autre côté l'octave. Construire une gamme, c'est essayer de trouver une subdivision de cet espace sonore. C'est créer un escalier avec des marches bien choisies qui me permettent de passer de la tonique à l'octave. Et je vais utiliser ces rapports particuliers entre harmoniques. Par exemple, 3 demi vient se placer ici. Si c'était une échelle linéaire, il serait en plein milieu. C'est une échelle logarithmique, il vient se placer ici. 4 tiers, 5 quarts. Alors, j'aimerais bien placer 5 tiers dont je vous avais parlé, 9 huitièmes. Vous voyez qu'il se place relativement bien partout sur l'échelle. Il me manque simplement une subdivision ici. Alors j'ai un tout petit peu triché. Je vais me dire, tiens, là, entre 1 et 9 huitièmes, j'ai une certaine distance, qui est 9 huitièmes. Ben, je vais appliquer la même distance ici, en disant, en ce point-là, je fixe une fréquence qui est 5 tiers fois 9 huitièmes. Et ça me donne 15 huitièmes. Donc en mettant sur l'échelle des fréquences logarithmiques l'ensemble des rapports qui apparaissent naturellement en considérant un son et ses harmoniques successifs, je vois que j'ai une découpe de l'octave qui, au fond, devrait rappeler à tous ceux qui ont fait du solfège quelque chose. J'ai un grand intervalle, un autre grand, un petit, un grand, un grand, un grand, un petit. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. On a la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pas tout à fait. Parce que si vous regardez la distance entre deux points successifs sur cet axe, le rapport de fréquence entre ce degré-ci et celui-là est de 9 huitièmes. C'est évident, c'est 9 huitièmes divisé par 1. Et on retrouve 9 huitièmes entre 3 demi et 4 tiers, entre 15 huitièmes et 5 tiers. 3 demi divisé par 4 tiers, c'est 3 demi fois 3 quarts, ce qui fait bien 9 huitièmes. 15 huitièmes divisé par 5 tiers, c'est 15 huitièmes fois 3 cinquièmes, ça nous fait bien 9 huitièmes. Malheureusement,
entre 9 huitièmes et 5 quarts, je ne retrouve pas le même intervalle. J'ai 10 neuvièmes. Ce n'est pas une grosse différence. 9 huitièmes, c'est 1,125. 10 neuvièmes, c'est 1,111. Mais malgré tout, ce n'est pas la même chose. Ce 10 neuvième, je le retrouve ici. Et puis les deux petits intervalles, si vous faites le rapport, 4 tiers sur 5 quarts, ça fait 16 quinzièmes. Ce que vous avez construit ici, c'est ce qu'on appelle une gamme de Zarlino qui a été introduite au XVIe siècle par un théoricien qui voulait construire une gamme totalement harmonique dont les degrés étaient tous des rapports de petits nombres entiers, 3 demi, 4 tiers, 5 quarts, 5 tiers, 9 huitièmes, 10 neuvièmes, 16 quinzièmes, etc. Malheureusement, cette gamme aboutit à deux tons d'amplitude différentes, un grand ton, un petit ton. La différence entre les deux est 81 80e. Si tu veux t'asseoir là, tu verras peut-être mieux, Sabine. Vous aussi, si vous préférez vous mettre là, n'hésitez pas. C'est pas réservé, c'est plus réservé en fait. Et donc cette gamme, si en plus on la poursuit, et c'est décrit dans le livre, si on la pousse un peu plus loin, on va voir que chaque ton se décompose en demi-tons différents, et donc vous vous retrouvez avec une gamme avec 2 tons différents, 4 demi-tons différents, et c'est une gamme qui est en pratique inutilisable. J'ai trouvé intéressant d'introduire les choses comme ça, parce que ça montre bien l'importance de ces rapports simples. Donc cette gamme de Zarlino, elle a un intérêt théorique, elle a un intérêt historique, mais elle est en pratique inutilisable. Néanmoins, elle fait quand même déjà apparaître cette structure à la louche, en simplifiant, ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton, qu'on va retrouver plus loin. En fait, la gamme que nous connaissons et que nous utilisons, elle provient de Pythagore. Les pythagoriciens étaient des philosophes, des scientifiques, des mathématiciens, mais qui étaient obsédés par le nombre. On a parlé, à propos de la philosophie pythagoricienne, d'une arithmosophie. Pour eux, les nombres sont des choses, les choses sont des nombres, le nombre est parfait, la réalité est imparfaite, et on ne peut chercher qu'à imiter la perfection des nombres. Et je pense qu'Aristote, évidemment, exprime ça très bien, cette espèce d'obsession des normes des pythagoriciens, en disant, comme les pythagoriciens avaient été élevés dans cette science mathématique, ils crurent que ces principes étaient les principes de toute chose, et puisque par nature, les nombres sont les premiers des principes mathématiques, c'est dans les nombres qu'ils pensaient voir de nombreuses similitudes avec les êtres. Et donc Pythagore, bien avant Zarlino, on revient très fort en arrière dans le temps, va chercher à voir dans tous les domaines, et notamment dans le domaine musical, comment on peut exprimer les règles de l'harmonie au travers de nombres. Cette gravure, qui est une gravure assez classique, qui est tirée d'un manuel de théorie musicale du XVe siècle, de Gafurio, montre 4 vignettes. Dans la première, vous voyez la musique avant Pythagore, avec la figure vétérotestamentaire de Jubal. Si vous lisez dans la Genèse, Jubal est le père de tous ceux qui jouent de la musique. Et à l'époque, c'était vraiment, excusez-moi l'expression, le grand n'importe quoi, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Puis Pythagore arrive, aidé par Philolaos de Crotone, il va faire des expériences sur la musique. Et vous le voyez produire des sons avec des verres plus ou moins remplis d'eau, frapper sur des cloches de tailles différentes, jouer de la musique sur des cordes de même dimension, de même longueur, mais auxquelles sont suspendus des poids de tailles différentes, et souffler dans des roseaux de longueurs différentes. Alors ne prenez pas cette gravure au pied de la lettre, les chiffres qui sont indiqués, qui sont tous les mêmes, 4, 6, 8, 9, 12 et 16, ne représentent ni le volume d'eau, ni la taille exacte des cloches, ni les poids suspendus ici. C'est une erreur du graphiste, du graphiste de l'époque, pas de mon graphiste. À la limite ici, ça pourrait représenter à peu de choses près la longueur des tubes, mais simplement ces chiffres indiquent la hauteur relative de la note des notes qui sont jouées par ces verres, ces cloches, ces cordes et ces bâtons. Et les expériences de Pythagore montrent que quand la hauteur tonale est dans ces rapports-là, 6 quarts, 8 quarts, 8 sixièmes, 9 douzièmes, 16 sixièmes, etc., les notes jouées ensemble sont harmonieuses. Et effectivement, les expériences font ressortir des intervalles qu'on a déjà vus précédemment, l'octave, qu'on peut jouer de différentes manières, entre 8 et 4, 12 et 6, 16 et 8,
La quinte, rapport 3 demi, qu'on peut jouer entre 6 quarts, 9 sixièmes, 12 huitièmes. La quarte, 4 tiers, qu'on retrouve entre 8 sixièmes, 12 neuvièmes et 16 douzièmes. Et puis aussi beaucoup d'autres combinaisons. Une double quinte, c'est quoi? C'est 3 demi fois 3 demi, puisque quand on additionne des intervalles, on multiplie les rapports de fréquence correspondantes. Donc vous avez 9 quarts égale 3 demi fois 3 demi. Et puis je ne vais pas lire la liste, vous la trouverez dans le livre si ça vous intéresse. Mais toute une série d'intervalles peuvent être produits simplement avec les 6 sons que Pythagore a choisis. Mais ces nombres ont une particularité. Tous les nombres choisis par Pythagore et Philolaos peuvent être engendrés exclusivement par les nombres 2 et par les nombres 3. 4, c'est 2 fois 2, 6, c'est 2 fois 3, 8, c'est 2 fois 2 fois 2, ce qu'on appellera 2 au cube, 9, c'est 3 fois 3, 12, c'est 2 fois 2 fois 3, et 16, c'est 2 à la puissance 4. Et pour Pythagore, ces nombres 2 et 3 ont une signification tout à fait particulière. Pour les Grecs, le 1 n'est ni pair ni impair, c'est un nombre qui engendre les autres par reproduction de lui-même, il est quelque part hermaphrodite. Le nombre 2 est féminin, le nombre 3 est masculin, le 2 et le 3 ensemble doivent engendrer pour Pythagore l'ensemble des autres nombres, et donc Pythagore va proposer une construction de la gamme qui est exclusivement basée sur les chiffres 2 et les chiffres 3. Et il va procéder comme ceci. Bien sûr, schématiquement, je n'étais pas là à l'époque, je ne sais pas comment il a réfléchi ni travaillé, mais conceptuellement, on peut dire qu'il va s'intéresser à des sons dont les fréquences sont toutes les puissances successives de 3. Alors, je fais un tout petit peu de mathématiques. 3 exposant 0, c'est 1. Tout nombre élevé à la puissance 0 donne 1. Donc vous avez 3 exposant 0, 3 exposant 1, 3 exposant 2, c'est-à-dire 3 fois 3, 3 fois 3 fois 3, etc. Et puis il complète sa série par le nombre 2, parce qu'il a envie d'avoir le nombre 2. Évidemment, ces nombres-là ont des fréquences très élevées. 3, 9, 27, 81, 243. On ne peut pas jouer avec des nombres aussi grands. Ce qu'on va faire, c'est les ramener dans l'octave. Par exemple, pour ramener 3 dans l'octave, je le divise simplement par 2, j'ai 3 demi. Pour ramener 9 dans l'octave, je dois le faire 3 fois. 9 divisé par 2, c'est encore plus grand que 2. 9 divisé par 4, c'est pas encore bon. 9 divisé par 8, je me suis placé entre 1 et 2. Et puis, pareil pour les autres. Vous voyez que je dois chaque fois, plus le nombre ici est élevé, plus je dois le diviser un grand nombre de fois par 2 pour le ramener dans l'intervalle entre 1 et 2. Ces fractions ont évidemment une valeur décimale que je note simplement pour vous montrer quelles sont les valeurs, 1, 1,5, 1, 125, etc. Maintenant, je n'ai plus qu'à remettre ces nombres dans l'ordre croissant. Là, ils étaient dans l'ordre croissant des puissances de 3. Maintenant, elles sont dans l'ordre croissant de la valeur décimale, enfin de la valeur de ces fractions. Et vous voyez qu'on a 1, 3 au carré, 3 exposant 4, 3 exposant 6, 3, 3 exposant cube, 3 exposant 5, et puis le 2. C'est ça que Pythagore va utiliser comme structure de sa gamme. On va calculer, comme tout à l'heure, le rapport entre deux degrés successifs, en espérant avoir quelque chose d'un peu plus régulier que ce qu'on avait eu avec Zarlino. Et c'est assez miraculeux. On voit que le rapport entre deux degrés successifs ne peut prendre que deux valeurs. C'est soit 3 exposant 2 sur 2 exposant 3, c'est-à-dire 9 huitièmes, 1,125, ou 2 exposant 8 sur 3 exposant 5, c'est-à-dire 1,05. Et là, on a bien la structure classique de la gamme, ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. 3 grands intervalles identiques, un petit, 2 grands intervalles identiques, un autre petit, l'ensemble faisant exactement une octave. Et si vous connaissez le solfège, vous voyez qu'une gamme construite comme ça est en fait la gamme naturelle de Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Alors, Zarlino avait proposé une gamme, Pythagore en a proposé bien avant une autre. Est-ce qu'elles sont si différentes? Non, parce que Zarlino utilisait aussi 2, 3, 4, 6, 8, 9. Finalement, on ne manquait que le 5. Donc, beaucoup de degrés de la gamme de Pythagore, qui se retrouvent ici,
sont aussi dans la gamme de Zarlino, mais vous en avez 3 qui diffèrent légèrement, et c'est aussi assez miraculeux. La distance entre ces degrés de la gamme de Zarlino et le degré correspondant de la gamme de Pythagore me redonne de nouveau le 81/80e, qui est un très petit intervalle de fréquence, qui est important en théorie musicale et qu'on appelle comma syntonique. Et il manque un deuxième M ici. Donc, petit résumé, pour savoir où on en est, d'où la petite boussole. Là, je vous lis. La gamme de Pythagore est basée sur des sons dont les fréquences réduites sont les puissances successives de 3, ramenées dans l'octave par division par la puissance appropriée de 2. Alors, pour les musiciens, ça veut dire qu'on monte d'un certain nombre de quintes, puis qu'on descend du nombre d'octaves qu'il faut pour revenir dans l'octave de départ. Si on se limite à 7 degrés, c'est ce que j'ai fait, j'ai été de 3 exposant 0 à 3 exposant 6, c'est-à-dire de 1 à 3 exposant 6. On trouve 2 types d'intervalles. Un ton, dont le rapport de fréquence est 9/8e, et un demi-ton, dont le rapport de fréquence est 256/243e, c'est-à-dire 1,05. Mais pourquoi s'arrêter à 7 degrés? Si je reprends un graphisme un peu différent, j'ai 1, 2, je reprends la construction de Pythagore, 3 divisé par 2, 3 au carré divisé par 8, 3 au cube divisé par autre chose, 3 exposant 4, 3 exposant 5, 3 exposant 6, c'est là que je m'étais arrêté tout à l'heure. Quand je ne vais que jusqu'à 3 exposant 6, j'ai une gamme dont les degrés sont ceux-ci, et où les intervalles sont soit de un ton, j'ai 5 intervalles d'un ton, soit d'un demi-ton, et j'ai 2 intervalles d'un demi-ton. Mais si je vais maintenant à 3 exposant 7, 3 exposant 8, 3 exposant 9, 3 exposant 10, 3 exposant 11, je comble les vides, ou je divise les tons par 2, et j'arrive à ce qu'on appelle une gamme chromatique, où vous avez un plus grand nombre de degrés, et si vous calculez le rapport entre les degrés, vous voyez qu'ils ne peuvent prendre que 2 valeurs. Le demi-ton diatonique de tout à l'heure, 2 exposant 8 sur 3 exposant 5, ou le demi-ton chromatique, qui est caractérisé par un rapport de fréquence 3 exposant 7 sur 2 exposant 11. Vous avez donc 7 demi-tons diatoniques et 5 demi-tons chromatiques dans une gamme. Malheureusement, la gamme continue à avoir des petits escaliers et des grands escaliers, parce que le demi-ton diatonique et le demi-ton chromatique ne sont pas les mêmes. Le rapport de fréquence entre un demi-ton chromatique et un demi-ton diatonique est ce qu'on appelle un comma pythagoricien. Donc j'ai de nouveau écrit comma avec un seul M, à croire que le système le corrige pour moi. Alors on dit toujours qu'un comma c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. C'est une différence de fréquence tellement petite que c'est sans intérêt. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez écouter ceci. On entend clairement la différence entre ces sons qui sont alternés, qui ne diffèrent pourtant que d'un comma pythagoricien. Le rapport, alors on a défini 2 commas, pythagoricien et syntonique. Alors ça c'est vraiment pour les spécialistes, mais la différence entre les deux, qui est un petit peu le plus petit intervalle musical pertinent, est ce qu'on appelle un schisma. Et un schisma, c'est le rapport donc, de ces nombres, c'est à peu près 1,0011. C'est évidemment un rapport de fréquence tout à fait petit. Donc la construction de Pythagore, qui avec 7 degrés nous avait amené à la gamme diatonique, quand on la poursuit jusqu'à avoir 12 degrés, nous donne toutes les propriétés classiques du solfège de la gamme chromatique. Maintenant qu'on a construit la gamme, on va pouvoir réfléchir à l'harmonie. Je parle de base simplissime de l'harmonie, mais vous allez voir quand même qu'arithmétiquement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. Alors, je reprends mes petits diagrammes. Vous avez un fondamental, caractérisé par une période T, l'harmonique 2 de fréquence double, l'harmonique 3 de fréquence triple, l'harmonique 4 de fréquence quadruple, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la somme de ces sons produit un signal qui peut être assez compliqué, mais dont la période est toujours la période du fondamental. J'avais donné l'explication en utilisant des sons purs, un son pur pour le fondamental, le premier harmonique, deuxième harmonique, troisième harmonique, quatrième harmonique. Mais la même chose est vraie pour des signaux complexes. Si j'ai un signal polychromatique dont le fondamental est F,
et que j'y ajoute un autre signal polychromatique dont le fondamental est 2F, puis 3F, puis 4F, je garde quelque chose dont la hauteur tonale est toujours celle du fondamental. Mais que se passe-t-il quand on ajoute des sons dont les fréquences ne sont pas dans des rapports entiers? Ce n'est pas 1, 2, 3, 4. Quand, par exemple, j'ai un signal de période T1 et un autre de période T2, où T2 est 3/4 de la fréquence du premier, eh bien, vous voyez que l'effet, cette fois-ci, n'est plus de produire un signal dont la périodicité est celle du fondamental, mais au contraire, a pour effet d'accroître la périodicité. Et c'est très simple à comprendre. Si on ajoute ces deux signaux l'un à l'autre, si on veut au bout d'un certain temps retrouver exactement la même chose, il faut attendre que celui-ci ait parcouru un certain nombre de cycles, en l'occurrence 3 cycles, et que l'autre en ait parcouru 4, pour qu'ils repassent exactement par leur même point de départ. Là, ils sont à 0, ils sont en phase, eh bien je dois attendre 4T2 ou 3T1 pour qu'ils soient de nouveau en phase. Donc c'est logique que le signal combiné ait une période beaucoup plus longue, qui est 3T1 ou 4T2. Et la relation mathématique est simplement que si les deux sons ont un rapport rationnel, c'est-à-dire le rapport de deux nombres entiers, alors la période du signal combiné est simplement égale à m fois la période du premier ou n fois la période du second. Et de nouveau, ceci est vrai qu'on ait un signal simple ou un signal composé, la règle sur la périodicité est la même. Inversement, si le rapport des périodes est un nombre irrationnel, par exemple racine de 2, qui ne peut pas être écrit sous forme d'un rapport de nombres entiers, eh bien, si vous regardez bien ce graphique, il peut sembler périodique à première vue, mais il ne l'est pas. Regardez ces deux petites bosses ici, elles ne sont pas du tout les mêmes là, elles ne sont pas du tout les mêmes là. Regardez cette espèce de M ici, je ne le retrouve pas ailleurs. En fait, ce type de signal ne sera pas périodique. On peut attendre aussi longtemps qu'on veut, ces deux signaux ne se remettront, ne se resynchroniseront jamais, ils ne seront jamais en phase. C'est quelque chose à retenir pour la suite. Donc, en résumé, deux sons de hauteur différentes, de fréquence F1 et F2, c'est-à-dire de période T1 égale 1 sur F1 et T2 égale 1 sur F2, donc deux sons de hauteur différentes, se combinent en un son de période T égale MT1 égale NT2 si T1 et T2 est égal à N sur M. Donc en gros, si le rapport est une fraction de nombre entier, eh bien la période est le numérateur de cette fraction fois la deuxième période et le dénominateur fois la première. Si le rapport est irrationnel, la période devient infinie, c'est-à-dire que le signal est apériodique. Deux sons, et c'est là qu'on rentre dans l'harmonie, deux sons de hauteur différentes, excusez-moi il manque un E, joués simultanément sont d'autant plus harmonieux qu'ils engendrent un son de période courte, d'autant moins harmonieux qu'ils engendrent un son de période longue. Alors ça, c'est pas forcément connu ni accepté, mais vous allez voir que ça correspond en tout cas aux règles classiques de l'harmonie. J'y arrive. Puisque on a donné à chaque note de la gamme une définition en termes de rapport de puissance de 2 et de puissance de 3, je peux aussi donner à chaque intervalle classique, seconde, tierce, quarte, mineure, majeure, juste, etc. Je peux définir chaque intervalle par un certain rapport de fréquence. Ce n'est pas très compliqué. Si, par exemple, la seconde mineure do dièse, ce n'est pas compliqué. Le rapport de fréquence correspondant est celui qui correspond à un demi-ton diatonique. La seconde majeure do ré, vous retrouvez 9/8, ce qui est bien la fréquence du ré quand le do a une fréquence réduite de 1. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail de la construction de ce tableau, mais vous acceptez l'idée que puisque la fréquence des notes, ou la fréquence réduite par rapport à la tonique, s'exprime toujours par une puissance de 3 sur une puissance de 2, ou une puissance de 2 sur une puissance de 3, tous les intervalles peuvent s'exprimer de cette manière-là. Et il y a un rapport direct entre l'intervalle musical et la période
des deux sont joués simultanément. Si je prends par exemple une tierce majeure, Do Mi, si je reprends mon tableau précédent, je vois que les fréquences sont liées par ce rapport-là. 3 exposant 4, ce qui fait 243, 3 fois 3, 9, 27, pardon, 81, sur 2 exposant 6, 4, 8, 16, 32, 64. Donc 81, 64e de la fréquence du fondamental. Eh bien, l'accord Do Mi, alors accord est en italique parce qu'un accord c'est normalement 3 notes, j'appelle accord ici simplement plusieurs notes jouées simultanément, qu'il y en ait 2, 3 ou plus. L'accord Do Mi va être caractérisé par une période qui sera 64 fois celle du Do et 81 fois celle du Mi. Vous voyez que dès qu'on joue deux notes simultanément, une note individuelle a une période très courte, elle est par nature harmonieuse parce qu'elle est toute seule, alors que deux notes jouées ensemble ont une période nécessairement beaucoup plus longue. Et par exemple ici, pour un intervalle qui est simple, comme la tierce majeure, eh bien vous voyez que ces coefficients multiplicateurs de la période du fondamental sont relativement importants. Pour voir si le critère de la période est pertinent, voyons quelque chose qui est interdit dans l'harmonie classique, qui est la carte Triton, le Diabolus in Musica. Eh bien, cet intervalle est caractérisé par un rapport de fréquence qui est 3 exposant 6 sur 2 exposant 9. Et donc, quand je joue un Fa et un Si simultanément, cet accord aura une période qui est 512 fois plus longue que celle du Fa et 729 fois plus longue que celle du Si. Donc, simplement par une analyse de la période, vous voyez que vous pouvez mettre les intervalles par ordre du plus harmonieux au moins harmonieux. Et par exemple, ce tableau vous donne pour les différents intervalles le coefficient qui multiplie la période de la note la plus basse. Par exemple, quand on joue un Do et le Do à l'octave, eh bien la période, elle est simplement la période du Do élémentaire. Donc ajouter une octave ne change absolument rien à la période. Ajouter une quinte ne fait que multiplier la période par 2. Une quarte par 3. Seconde majeure par 8. Septième mineure par 9, etc. Et vous voyez que quelque part, déjà, ces intervalles sont classés par ordre de musicalité, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un accord de 3 sons ? Un accord de 3 sons, en fait, c'est la superposition de deux intervalles. L'accord majeur de Do, Do, Mi, Sol, c'est une tierce majeure. Or, quand on joue une tierce majeure, je vous dis la période du Do est multipliée par 64. J'y ajoute un intervalle Do, Sol qui est une quinte juste. Donc, quand je joue les deux simultanément, la période est multipliée par le plus petit commun multiple de 2 et 64, ce qui est simplement 64. C'est donc un accord parfaitement musical, qui ne change pas beaucoup la période. C'est multiplié par 64, c'est certain, mais je vais vous montrer un autre petit exemple. Alors évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais imaginez que vous jouiez un Fa, un Sol bémol et un Si. Fa, Sol bémol, c'est une seconde mineure, coefficient 243. Carte Triton, coefficient 512, cet accord-là a une période qui est 124 416 fois celle de la tonique. Et donc vous faut attendre un temps fou avant de retrouver une certaine répétition. L'oreille ne sait plus s'y retrouver. C'est un accord qui, évidemment, j'ai choisi à peu près ce qu'il y a de pire, ce qu'on peut construire de pire. Et puis souvenez-vous que ceci ne se joue pas sur un piano. Imaginez que ce soit joué par 3 violons qui arrivent à se caler exactement sur le Fa, le Sol bémol et le Si. Ce serait absolument inaudible. Donc, vous vous souvenez que j'avais ce petit tableau des intervalles et du coefficient multiplicateur, et c'est là-dessus que je me suis basé pour analyser les accords. On peut faire beaucoup de calculs, mais ce n'est pas le but de tout développer ici. Je voudrais simplement faire quelques remarques. On enrichit souvent les accords par une septième mineure. Par exemple, à la guitare, on peut jouer un Do ou un Do7, un Ré ou un Ré7. Pourquoi est-ce qu'on enrichit par une septième mineure, par exemple en jouant Do, Mi, Sol et Si bémol ? C'est tout simplement parce que la septième mineure a un petit coefficient multiplicateur, donc on enrichit l'accord, mais on ne change pas fondamentalement la période. Si on l'enrichissait par une septième majeure, on changerait beaucoup plus les choses. Deuxième élément,
vous voyez que ces intervalles, le coefficient multiplicateur de la période qui caractérise l'intervalle est soit une puissance de 2, soit une puissance de 3. Et quand vous combinez dans un accord des intervalles où ce coefficient est une puissance de 2, ils vont bien se marier ensemble parce que la période va être relativement peu affectée, alors que quand, comme tout à l'heure, vous multipliez vous combinez des intervalles dont le coefficient caractéristique est pour l'un une puissance de 3, pour l'autre une puissance de 2, eh bien, il n'y a pas d'autre plus petit commun multiple que le produit des deux, et donc vous aurez tout de suite un accord qui sera moins harmonieux. Et vous trouverez, alors, les renversements d'accords, c'est assez intéressant. Un renversement d'accords, c'est, par exemple, pour l'accord majeur, Do, Mi, Sol, c'est l'accord de base. Un premier renversement, c'est Mi, Sol, Do. Un autre renversement, c'est Sol, Do, Mi. Eh bien, ce qui est assez amusant et assez merveilleux, ce qui montre un peu la cohérence de la construction, c'est que le coefficient multiplié, c'est-à-dire que la période de chacun de ces trois accords est toujours égale à 64 fois la période de la tonique. Donc les renversements, sur base de ce critère de la période, sont absolument équivalents musicalement, ce qui de nouveau est quelque chose qui est connu. Alors on peut s'amuser, c'est le cas dans le livre, je ne vais pas le passer en revue évidemment, c'est de construire toutes les combinaisons possibles d'intervalles jusqu'à arriver, je ne l'ai pas complète, jusqu'à arriver à des choses assez horribles comme une seconde mineure et une quinte juste avec un coefficient 500, 486. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour certains accords pathologiques, on peut même arriver à des périodes qui sont 100 000, 150 000. Je crois qu'il y en a un qui est à 486 000 fois la période du fondamental. Donc, petite synthèse, des sons dont les hauteurs sont des multiples entiers, 1, 2, 3, 4, de celles de la tonique, créent conjointement avec la tonique un son résultant, ce que j'ai appelé un accord, dont la période est celle de la tonique. Donc rajouter des harmoniques ne change pas la période. Par contre, des sons dont les rapports de hauteur avec la tonique sont rationnels créent, quand on les joue avec la tonique, un son résultant dont la période est supérieure à celle de la tonique. Et le rapport entre la période du son combiné et celle de la tonique, rapport qui peut varier dans des proportions très importantes, est un indicateur de la musicalité de l'accord correspondant. Voilà qui répond à la troisième question. Il nous reste la quatrième et la cinquième. Si vous n'avez pas fondu d'ici là, moi je suis fond en tout cas. Je vais vous parler de transposition et de mode. La construction de Pythagore nous a amené à une séquence de tons et de demi-tons qui est celle-ci. En partant sur Fa, de nouveau ça n'a pas beaucoup d'importance d'où on part. Je parle bien de la gamme de Fa naturel, ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. Mais si je regarde l'octave en dessous et l'octave au-dessus, en fait cette séquence de tons, elle est simplement extraite d'une séquence qui est infinie. J'ai 3 tons, un demi-ton, 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton, 2 tons, un demi-ton, et j'ai ça de part et d'autre. Donc en fait, des séquences de cet intervalle pris là-dedans, je peux en créer autant que je veux. Je peux créer ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton. Alors, T, D, T, T, D, T, T, etc. Jusqu'à demi-ton, ton, 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 demi-ton, ton, ton. Je peux faire absolument ce que je veux. Je suis obligé de les prendre dans l'ordre, mais je peux choisir n'importe quoi comme point de départ. Eh bien, chacune de ces structures est ce qu'on appelle un mode musical. Un mode, si on reporte sur un axe logarithmique les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et qu'on dessine 3 octaves, eh bien, le mode le mode de Fa, le mode élémentaire dans ma construction est ici. C'est simplement une suite d'intervalles de ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton qui pointent sur des notes. Et donc, on va dire que la gamme Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa est la gamme de Fa dans le mode de Fa qui s'appelle aussi le mode lydien. C'est-à-dire que je suis parti de Fa
et puis j'ai appliqué simplement un ton pour passer à sol, un ton pour passer à la, un ton pour passer à si, un demi-ton pour passer à do, un ton pour passer à ré, un ton pour passer à mi, et un demi-ton pour passer à fa. Mais je peux prendre les tons et les demi-tons tels qu'ils apparaissent quand je pars de do. Ton, ton, demi-ton, trois tons, demi-ton. À ce moment-là, cette gamme, celle qui est désignée par ces petites flèches ici, enfin ce n'est pas des flèches, mais les petits traits ici pointent vers des notes, et donc la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est ce qu'on appellera la gamme de do en mode ionien. J'ai la gamme de ré en mode de ré, qu'on appelle aussi le mode dorien. Donc j'ai toute une série de gammes. La gamme de mi en mode de mi, la gamme de sol en mode de sol, la gamme de la en mode de la ou en mode éolien. Donc chacune des structures, si je reviens un petit peu en arrière, chacune de ces suites définit un mode particulier, et si je suis cette alternance de ton et de demi-ton en partant de la note qui donne son nom à la gamme, eh bien je pointe vers toutes les notes, je pointe vers la gamme naturelle correspondante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une gamme ? Une gamme, c'est la combinaison d'un mode et d'une note de départ. Je peux, comme tout à l'heure, prendre la gamme de fa dans le mode de fa, c'est-à-dire que je pars de fa et j'applique les demi-tons et tons dans l'ordre de la gamme de fa, mais rien ne m'interdit de partir, pardon, là c'est la gamme de la dans le mode de la, mais rien ne m'interdit, pardon, décidément, excusez-moi, de partir de sol et d'appliquer la séquence de tons et de demi-tons telle qu'elle apparaît dans la gamme de sol, de do. Et donc je vais par un ton de sol à la, un ton de la à si, un demi-ton de si à do, un ton de do à ré, de ré à mi. Mais là, quand je veux ajouter un ton à mi, ben pas de chance, je tombe sur un fa dièse. Donc je peux appliquer n'importe quelle séquence de tons et de demi-tons qui définit un mode en partant sur n'importe quelle note. Si je pars de la note qui a donné son nom au mode, je pointe exclusivement vers des notes naturelles. Dès que j'applique un mode, je le fais partir sur une autre note que celle qui donne son nom au mode, je vais faire apparaître des dièses. En musique, il y a deux modes qui sont très importants. C'est le mode majeur qui est le mode de do et le mode mineur qui est le mode de la. Mais vous savez qu'il existe toute une variété de modes mineurs qui correspondent à d'autres points de départ et à d'autres séquences de tons et de demi-tons. Qu'est-ce qu'on appelle donc, voilà ce que c'est qu'une gamme, c'est un mode appliqué à partir d'une certaine note. Maintenant, qu'est-ce que c'est que transposer ? Transposer, c'est prendre une série de notes, séparées par des intervalles déterminés, garder tels quels les intervalles et simplement se décaler pour aller commencer sur une autre note. Pour comprendre les règles de transposition, il faut voir que dans la gamme de do majeur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, toutes les quintes sauf, toutes les quintes sont justes. Do, sol, je vais de do, note naturelle, à sol, note naturelle. Ré, la, mi, si, fa, do, sol, ré, la, mi, et pouf, la gamme si, fa, elle n'est pas, c'est pas une quinte juste. C'est une quinte mineure. Donc si je veux à si rajouter une quinte juste, j'arrive sur un fa dièse. C'est juste, monsieur Michel. Non, quinte diminuée. Ah oui, pardon, vous avez raison. Merci, je corrigerai. Donc la transposition de tous les degrés d'une gamme par une quinte juste va donc respecter les altérations de la gamme de départ, mais va transformer, va altérer le si en un fa dièse. Donc vous voyez, gamme naturelle, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je garde les mêmes intervalles, mais je me déplace. Cette fois-ci, tous les degrés sont naturels, sauf celui-ci, où vous avez un fa dièse. Et puis si je retranspose par une quinte, toutes les notes qui étaient naturelles restent naturelles, toutes les notes qui étaient diésées restent diésées, mais le si va produire un nouveau fa dièse. C'est-à-dire que le fa dièse devient un do dièse, mais le si réengendre un fa dièse. Et à chaque fois que je vais transposer par une quinte, je vais en fait rajouter un nouveau dièse. Donc la transposition d'une gamme naturelle par
n quintes produit n dièses, si ce sont des quintes ascendantes. On peut comprendre ça arithmétiquement. Si vous regardez le tableau des fréquences des notes dans la gamme de Pythagore, on les a construits en partant des puissances successives de 3, divisées par les puissances successives de 2, et on est allé jusqu'à 3 exposant 13. Qu'est-ce que ça veut dire transposer par une quinte? Ça veut dire multiplier la fréquence de toutes ces notes par 3 demi, c'est-à-dire augmenter l'exposant de 3 d'une unité. J'avais 3 exposant 0, ça me donne 3 exposant 1, 3 exposant 1 devient 3 exposant 2, 3 exposant 5 devient 3 exposant 6. Ce qu'on constate, c'est que les fréquences réduites des notes naturelles ont des exposants de 3 qui sont compris entre 0 et 6, et que les notes diésées ont des exposants de 3 qui sont compris entre 7 et 13. Quand je multiplie toutes ces notes-ci par 3 demi, je décale leur exposant d'une unité, mais il reste inférieur à 7, donc elle reste naturelle. Celle-ci, par contre, je la multiplie, elle passe de 6 à 7, et elle passe de naturelle à diésée. Pour les notes diésées, elles étaient comprises entre 3 exposant 7 et 3 exposant 13. En les multipliant par 3, j'augmente d'une unité, je décale tout vers la droite, toutes les notes diésées restent diésées, mais le si dièse me donne un fa dièse dièse parce que je passe à un exposant 14. Alors, dans la gamme, les transpositions par une gamme descendante, je ne vais pas insister, c'est exactement la même chose. Toutes les gammes sont justes, toutes les quintes, sont justes, sauf la gamme Fa, Si qui est diminuée et qui va m'engendrer un Si bémol. Donc on a la même idée, quand on transpose par une quinte descendante, on fait à chaque fois apparaître un bémol supplémentaire et l'analyse est exactement la même, c'est-à-dire que transposer par une quinte descendante, c'est diviser par 3 demi, c'est-à-dire multiplier par 2 tiers, c'est-à-dire augmenter d'une unité la puissance de 3 qui se trouve au dénominateur. Toutes ces notes naturelles restent naturelles, toutes ces notes bémolisées restent bémolisées. Il n'y a que le Fa qui va, en passant de 3 exposant 6 à 3 exposant 7, devenir un Si bémol, et le Fa bémol qui, passant de 3 exposant 13 à 3 exposant 14, va me donner un Si bémol bémol. Donc même toutes les règles classiques de la transposition, et notamment l'ordre des dièses, l'ordre des bémols, la tonalité associée à une armure déterminée et le nombre de dièses correspondant à une tonalité déterminée, toutes ces règles que j'ai appris par cœur et que beaucoup d'entre vous ont appris par cœur, en fait, peuvent entièrement s'expliquer par ces critères arithmétiques. On en arrive à la question numéro 5. Pourquoi une gamme tempérée? Pourquoi a-t-on besoin d'une gamme tempérée? En fait, uniquement à cause d'une propriété particulière de la gamme de Pythagore qui porte un nom un petit peu barbare, celle de l'incommensurabilité des quintes et des octaves. Ça veut dire que dans la gamme de Pythagore, on ne peut pas faire rentrer un nombre entier de quintes dans un nombre entier d'octaves. Vous avez sans doute appris que 7 octaves égale 12 quintes. Eh bien, ce n'est vrai que dans une gamme modifiée. Dans la gamme de Pythagore, ce n'est pas vrai, parce que si je suis 12 quintes, je vais finir par arriver à un Si dièse et pas à un Do. Et cette propriété, elle est purement arithmétique également. Dire qu'on ne peut pas faire rentrer un certain nombre de quintes, donc 3 demi exposant n, dans un certain nombre d'octaves, 2 exposant m, si on réécrit les choses, c'est très simple. C'est dire qu'aucune puissance de 3 ne peut être égale à une puissance de 2, puisqu'une puissance de 3 est toujours impaire et une puissance de 2 est toujours paire. Un nombre impair ne peut pas être égal à un nombre pair, donc on ne peut pas faire rentrer un nombre entier de quintes dans un nombre entier d'octaves. Ça a des conséquences en termes de transposition. Si je pars d'un Do et que je fais une montée chromatique, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, et que je transpose d'une seconde majeure, c'est-à-dire que je prends exactement la même suite de demi-tons chromatiques et de demi-tons diatoniques, et que je les applique à partir de Ré.
Ré plus un chromatique, Ré dièse. Ré dièse plus un diatonique, Mi. Mi plus un chromatique, Mi dièse. Ah ben, les Ré ici, ben, ils se trouvaient dans les deux gammes, dans la gamme chromatique de Do et dans la gamme chromatique de Ré. Le Ré dièse également, le Mi également, mais Mi dièse, c'est pas Fa, parce qu'un diatonique est plus petit qu'un chromatique. Donc ceci est légèrement différent de ça, et diffère de ça d'un comma pythagoricien. Puis je continue à monter d'un diatonique, Fa dièse, c'est bon, Sol, Sol, c'est bon. Tous ces degrés se retrouvent là, mais j'ai le même problème avec Si, qui va engendrer un Si dièse, alors qu'ici j'ai un Do. Et il y a une petite différence entre les deux. Donc dans la gamme de Pythagore, dès qu'on veut transposer, on crée des degrés qui n'étaient pas dans la gamme de départ. C'est un problème qui s'apparente au... Alors résoudre ce problème de l'incommensurabilité des quintes et des octaves a été, pendant tout le Moyen-Âge, une véritable bouteille à encre. Il y a des traités de plusieurs centaines de pages qui ont été écrits à la recherche d'une solution. Comment redistribuer ce comma qui nous ennuie sur toutes les quintes pour qu'au total, ça rentre au chausse-pied dans 12 octaves. Et en fait, ça s'apparente, c'est pour ça que j'ai ce petit dessin, ça s'apparente à la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, c'est un problème de géométrie qui consiste avec une règle et un compas à construire un carré qui a exactement la même superficie qu'un disque de rayon donné. Il y a eu des milliers de solutions proposées, mais il n'y en a aucune qui est bonne parce qu'on peut démontrer aujourd'hui que ce problème n'a pas de solution. Mais le problème de l'incommensurabilité des quintes et des octaves n'a pas de solution non plus. C'est-à-dire qu'on a introduit au fil du temps des gammes, différents types de gammes mésotoniques, la gamme de Zarlino. Il y a eu beaucoup de gammes proposées qui essayent d'arranger les choses, mais quand elles résolvent un problème, elles en créent un autre ailleurs. Et finalement, c'est au siècle de Bach, au XVIIIe siècle, qu'on va apporter une solution parfaite et radicale qui s'apparente vraiment au mythe du nœud gordien, qui était un nœud impossible à défaire et que finalement Alexandre a simplement tranché d'un coup d'épée, donc une solution radicale au problème. Et cette solution radicale, c'est celle de la gamme tempérée. Puisque le problème provient finalement du fait que les demi-tons diatoniques et chromatiques ne sont pas égaux, eh bien si on les rendait égaux. Et si on veut les rendre égaux, on doit en mettre 12 dans une octave, et si on veut mettre 12 intervalles de même dimension dans une octave, on est obligé de leur donner une dimension qui est simplement la racine 12e de 2. Et la racine 12e de 2, ce n'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. Mais à partir du moment où on fait ça, on a une en harmonie parfaite, Mi dièse égale Fa, Fa dièse dièse égale Sol égale La bémol bémol, tout tombe juste, sauf que tous les intervalles sont faux, légèrement faux. C'est-à-dire qu'une quinte, c'est 3 tons et un demi-ton, c'est donc 7 demi-tons. L'intervalle, c'est ce qu'on... Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est en fait la racine 12e de 2 exposant 7, c'est-à-dire 1,44983, ce qui n'est pas tout à fait 1,5. C'est pas très loin, mais ce n'est pas tout à fait 1,5. Miracle, la différence entre la quinte juste et la quinte tempérée peut s'exprimer comme ceci et apparaît comme la racine 12e d'un comma pythagoricien, ce qui est un tout petit intervalle. Donc quand je dis que tous les intervalles sont faux, que les pianistes se rassurent, c'est pas très faux, mais c'est plus du tout la gamme de Pythagore. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que ma très belle théorie de l'harmonie basée sur ces coefficients multiplicateurs de la période tombe aussi à l'eau. Parce que je vous ai dit que si le rapport entre deux fréquences était un nombre qui n'est pas rationnel, un nombre irrationnel, eh bien la période devient infinie. Et on verra à la leçon suivante qu'il y a une petite manière de se rattraper quand même. En fait, tout se passe comme si l'oreille venait naturellement recaler sa perception sur le rationnel le plus proche. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens, le rationnel le plus proche, mais vous verrez tout à l'heure, enfin la semaine prochaine, que quand on joue une note, en réalité, elle n'a pas une fréquence déterminée plus des harmoniques. Elle a un spectre de fréquences qui est plus large, qui est plus riche, et du coup, elle contient aussi les notes qui sont exactement dans des rapports entiers. C'est peut-être une manière de récupérer cette théorie qui me plaisait beaucoup, mais qui, évidemment, ici devient totalement fausse. Ceci dit, il n'y a évidemment aucun piano qui est accordé exactement
à 17 décimales sur la racine 12e de 2. Donc, comme j'ai déjà dit dans d'autres occasions, les nombres irrationnels n'existent pas dans la pratique parce que dès qu'on mesure quelque chose, on le mesure toujours avec une précision finie, avec un nombre de décimales fini, et donc par définition, c'est un nombre qui devient rationnel. Enfin, ça, c'est un débat, enfin, c'est une question qui sort un peu du cadre de cette présentation. Donc, en guise de synthèse, j'ai finalement rattrapé un peu du temps perdu. Un son musical est en première approximation le résultat de la combinaison d'un fondamental qui définit la hauteur tonale du son et d'harmoniques en nombre et en proportion variables qui définissent le timbre du son. Je préciserai les choses beaucoup plus la fois prochaine, c'est le thème principal de la leçon. Qu'est-ce que le timbre et comment fonctionnent physiquement les instruments de musique? Le rapport de fréquence entre harmoniques successifs définit des intervalles naturels. 3 demi, une quinte, 4 tiers, une quarte, 5 quarts, 6 cinquièmes, 5 tiers, 9 huitièmes, sur lesquels Zarlino construit une gamme harmonique, mais qui contient 2 tons différents, 4 demi-tons différents, ce qui la rend aussi harmonieuse qu'inutilisable. Pythagore, lui, n'utilise que les nombres 2 et 3, c'est une sorte d'a priori philosophique ou mystique ou arithmantique, qui définit finalement les intervalles d'octaves, 2, de 12e, 3 ou de quinte, 3 demi. Et c'est grâce à ces nombres qu'il construit notre gamme classique qui ne contient que 3 types d'intervalles, le ton, le demi-ton diatonique, le demi-ton chromatique, et en plus le ton n'est que la somme d'un demi-ton diatonique et d'un demi-ton chromatique, donc on n'a que 2 intervalles. Cette gamme pose des problèmes insolubles liés à l'incommensurabilité des quintes et des octaves. Une solution radicale est choisie au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le tempérament égal, ou un diatonique égal à un chromatique, ou gamme bien tempérée, et cette gamme bien tempérée est celle qui permet à Bach d'écrire notamment son clavier bien tempéré, qui est une démonstration de la puissance de ce système qui permet toutes les harmonies, toutes les transpositions et qui résout de façon radicale le problème. Et c'est sur ces jolies notes de musique que je vais terminer pour aujourd'hui et répondre à vos questions si vous en avez.